La recherche donc que je vous présente ce soir a été menée, comme le disait Gilles, ici à Athènes, grâce au dispositif chercheur en résidence 2021 mis en place par l'École française d'Athènes. Et elle vise, donc je vais reprendre un peu l'intitulé de ma conférence, à questionner les relations que l'art contemporain entretient avec le mythe, je cite, de la renaissance de la culture grecque ou de la continuité historique ininterrompue véhiculée par certains discours sur la révolution de 1821. Ces mythes qui font appel à une forme certes séduisante de narration historique sur le passé proposent un assemblage de mémoires, de monuments et d'idées dans un ordre chronologique qui se veut cohérent. Il s'agit alors de questionner la nature des œuvres et ou des expositions d'art contemporain montrées dans le cadre du bicentenaire de la Révolution grecque pour comprendre le positionnement des auteurs, mais aussi des artistes vis-à-vis de la notion de grécité et des discours portés par les célébrations de 2021. Le cadre méthodologique dans lequel j'ai inscrit ma recherche a considérablement influencé la restitution de travail de terrain, puisque je considère d'abord que l'histoire de l'art n'est pas un simple exercice iconographique, iconologique ou de la pure érudition, mais plutôt une discipline qui nous permet d'appliquer des méthodes qui interrogent la dimension sociale des productions artistiques. Et c'est pour cela que je privilégie davantage ce que j'appelle à la manière des sciences sociales, le travail de terrain, l'observation, l'immersion et d'une certaine manière l'expérience de la ville et dans la ville. Donc cette immersion a eu lieu exclusivement à Athènes au mois d'août 2021, après donc l'inauguration des célébrations du bicentenaire de la Révolution. Elle s'est concentrée sur des sources en langue anglaise et française et très rarement en grec, répondant à trois axes de recherche principaux. Le premier, c'est l'étude des expositions d'art contemporain organisées ou labellisées dans le cadre du bicentenaire. Le deuxième axe, c'est la rencontre des acteurs ou des artistes ayant contribué en partie à ces événements, quand c'était possible, parce que vous savez mieux que moi qu'au mois d'août, il n'y avait pas beaucoup de monde à Athènes. Et le troisième axe, c'est la recherche d'un ou de plusieurs contre-discours proposés par des artistes ou des acteurs de l'art contemporain. Et à ce sujet, j'aimerais vous faire part également d'une considération plutôt d'ordre sociologique. Malgré la canicule, les incendies et surtout les fermetures des sites archéologiques, c'est-à-dire des lieux les plus attractifs pour le tourisme, les expositions sur le bicentenaire, en règle générale, pour ce qui me concerne, et donc par rapport à mon travail de terrain, n'étaient pas trop visitées pendant mon séjour. Mais il est aussi important de comprendre dans quel contexte mémoriel ces activités s'inscrivent. En m'interrogeant sur la place des commémorations dans les schémas de la mémoire, j'ai constaté, comme le suggère d'ailleurs Maurice Halbwachs dans ses études sur la mémoire collective, qu'il s'agit surtout de la construction, je cite, d'une mémoire historique qui puisse incarner d'abord et soutenir ensuite, de manière plus ou moins explicite, des interprétations du passé dans et pour le présent. Donc, nous sommes aujourd'hui face à ce que Sébastien Ledoux, dans ses textes qui portent le titre « Le devoir de mémoire » ou « La nation en récit », appelle justement le devoir ou, je dirais, le travail de mémoire. C'est en ayant en ligne de mire ces outils méthodologiques que je me suis intéressé aux usages et aux implications de la mémoire dans les événements du bicentenaire, analysant les commémorations comme une tentative de transmission, certes, mais aussi d'éducation. Et là, donc, c'est une question qui se pose. Éducation de qui? Donc, de la nation, des individus ou de la jeunesse.
Et dans ce processus, nous pouvons repérer au moins 3 caractéristiques majeures. La première, c'est que les commémorations ont une fonction sociale, mais aussi politique, car elles tissent des liens d'appartenance à la nation chez des individus socialement et culturellement différents. Et un deuxième point, c'est qu'elles promeuvent, l'évocation des absents afin de pouvoir honorer la dette contractée à leur égard. Donc ici, nous faisons clairement référence aux héros de la nation. Et le troisième point, c'est qu'elles ont enfin une fonction préventive du passé et risquent souvent d'honorer un catéchisme moral national, même si elles ne sont promues par les meilleures intentions de responsabilité et des responsables politiques. Donc, la question du devoir ou, comme je disais, du travail de mémoire me paraît d'autant plus intéressante si nous la plaçons dans un présent qui pose des questions sur ce que l'historienne Agnès Wiewiórka définit comme étant l'histoire du témoignage. C'est en effet un florilège de témoignages sur la grandeur historique de la nation que l'on voit très souvent affichés dans les expositions sur le bicentenaire. Ces témoignages font presque toujours référence aux écrits fondateurs du XIXe siècle, et notamment ceux des Philhellènes. Le XIXe siècle, ce n'est pas un hasard, est effectivement à l'origine même de ce nouveau personnage, souvent identifié très génériquement comme le témoin de guerre, et glorifié, par exemple, avec détermination, dans la proclamation de Napoléon aux soldats de la Grande Armée le 3 décembre 1805. Napoléon affirme à ses propos, je cite, « Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous regarde et dise « Voilà un brave ». Donc, sommes-nous alors face à la commémoration des braves de Grèce, de leur contribution au mythe de la libération, de leur fidélité aux ancêtres et à la culture classique? Et pour répondre à cette question, il convient de commenter la vidéo réalisée par le comité 2021 pour annoncer cette année de célébration, ayant à l'esprit que ce comité est présidé par Gianna Angelopoulos Daskalaki, auparavant à la tête du comité des Jeux Olympiques de 2004 et proche du gouvernement Nouvelle Démocratie. Ici, la célèbre chanson « Que les danses continuent », j'espère d'avoir bien traduit, un titre de Dionysis Savvopoulos, est chorégraphié dans une nouvelle version chorale spécialement conçue pour cette occasion. Et si l'on croit votre invité Dimitris Plantsos, cette chanson, avec son franc-parler d'orientation nationaliste et ses anachronismes historiques, plutôt qu'introduire une nouvelle fenêtre d'opportunité pour imaginer l'avenir de la Grèce, offre une explication de ce qui a mal tourné dans son passé récent. Et pourtant, le cadre choisi est assez emblématique, puisqu'il s'agit du célèbre stade panathénaïque d'Athènes, rénové pour les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896. Décor harmonieux appartenant à plusieurs générations, défile et danse dans ce temps blanc du néoclassicisme et nous offre un horizon patriotique, fier et particulièrement incarné par la jeunesse. La célébration de la guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman passe ainsi par la scénarisation de corps politisés et surtout par leur mise en abîme. De ces images transparaît l'idée d'un corps social qui performe une situation politique dynamique, notamment dans les gros plans qui montrent des gens souriant en permanence, de sorte que l'ensemble de l'événement soit perçu sous l'angle de l'enthousiasme et surtout du vitalisme, comme si le stade était rempli d'une foule joyeuse. Malgré l'esthétique un peu kitsch de cette représentation, nous percevons l'image d'une Grèce contemporaine constamment réifiée par la force de son passé glorieux et surtout vouée à s'engager avec détermination vers un futur digne de son histoire. Cette utopie visuelle d'un pays qui serait en équilibre parfait entre le passé et le futur renforce ce que Bojana Cvejić
dans ses études sur les rapports entre production chorégraphique et politique, appelle, je cite, l'hégémonie de l'histoire à travers une image esthétisante de la danse. Cette portée esthétique est typique du sujet de la danse moderne, qui cherche dans les corps l'expérience authentique, mais qui en même temps est exposée aux exploitations politiques. Ici, le message, vous l'avez vu même pendant la dernière séance, est assez clair. La tradition classique est le seul moteur pour l'avenir glorieux de la nation. Le choix de l'Antiquité semble alors inévitable et s'impose avec un consensus assez large, même si, contrairement aux attentes, dès le lancement de cette communication, parce que cette vidéo reste quand même dans un contexte de communication, nous avons pu constater l'apparition des premières mises en crise du discours officiel. Je souhaiterais vous montrer au moins la réponse élaborée par le duo d'artistes conceptuels FITA, que nous aurons l'occasion de retrouver ensuite, et qui tourne littéralement en dérision la proposition du comité pour poser des questions touchant à une réalité beaucoup moins idéalisée, car ancrée dans une sphère sociale, un corps très sensible. Donc, je vais vous montrer cette vidéo de 3 minutes, et après, on va revenir sur l'intervention. Greece, land of the free, birthplace of democracy and Western civilization. For hundreds of centuries, this mythical state has painstakingly guarded the borders between socialism and barbarism, logos and violence, freedom and slavery. What would Europe be without Greece but a headless horse, galloping aimlessly through the Balkans, never reaching the promised land of the Ubermensch? No Greece, no horsemen, no apocalypse. But Greece needs its European brothers too. Philhellens from all over the world, French revolutionaries, German art curators, British economists, all eager to pollinate the blossoms of this blessed place. While traveling in Greece, you might be scared that your life is coming to an end. All outsiders find it difficult to adjust to this prospect. Fear not, this is normal. Initiation is key, and it's only when you are trapped here forever that you can appreciate the wine and the vine leaves, the fables of anti-Zionist taxi drivers, the assemblies of radical heroes of the patriotic alt-left, and the ecstatic dances of the indignant nymphs at Syntagma Square, their Dionysian trance paving the way to a pan-European renaissance. This is the land of the unbroken, a chimera of courage and oblivion. Clear skies, booming art scenes, the golden yellow of the Retsina wine, the honey and ambrosia of contemporary Airbnb. And through the streets of Athens lies a timeless tableau of ancient temples and self-organized collectives waiting to be discovered. Sophocles to Slavoj Žižek, everyone is welcome in Greece. Join the revolution. Donc, cette réponse directe dénonce non seulement le catalogue de lieux de mémoire évoqués pour glorifier la nation, mais nous sensibilise également au drame lié à l'histoire récente de la Grèce. Non, ça, voilà. La symbolique des lieux est en effet un des aspects les plus intéressants de l'analyse des célébrations du bicentenaire, puisqu'elle a non seulement guidé notre parcours de recherche, mais aussi suggéré des questions centrales pour l'étude des liens entre mémoire et pouvoir. Philippe Aguerre, par exemple, dans son article sur le bicentenaire, fait appel à la géographie des célébrations du 25 mars 2021 pour faire une remarque sur le déroulement qui a eu lieu sur ce qu'il appelle une seule ligne droite.
Les festivités ont commencé par la réouverture de la Pinacothèque nationale, se sont poursuivies lors du dîner offert aux invités du Premier ministre grec, parmi lesquels figurent, vous les voyez ici aussi, le président de Chypre, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le Premier ministre russe au palais présidentiel, et on attend leur point culminant avec le défilé militaire devant le Parlement grec le lendemain matin. Donc, dans un périmètre très restreint, la Grèce contemporaine se montre ouverte aux amis européens grâce à l'histoire architecturale qu'elle met en scène, à partir du bâtiment de style moderniste de la Pinacothèque jusqu'au Parlement, terminé en 1843 et dont le premier plan date de la venue du roi Othon. Il convient alors de s'attarder sur la valeur symbolique attribuée à l'inauguration de la magnifique Pinacothèque, dont les collections nous permettent aujourd'hui d'admirer l'histoire des productions artistiques en Grèce, qui sont d'ailleurs d'une extrême importance artistique. Et pour sa réouverture, le Premier ministre Mitsotakis a souligné le fait que l'histoire de ce musée reflète l'histoire de la Grèce moderne. Et pour asseoir un peu sa position, il a fait allusion au rapport très étroit que ce pays a tissé avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie depuis la guerre d'indépendance. Il a ensuite insisté avec une dose de déterminisme historique sur le fait que, et là je cite, l'histoire les veut compagnons dans les grandes luttes de l'humanité. Dans une petite salle du musée a alors été montée une exposition intitulée 1821 en peinture, la Grèce exige sa galerie d'art et d'histoire, dans laquelle une série de tableaux d'histoire viennent illustrer ce que, en 1844, le Premier ministre Ioannis Kolettis avait défini comme une histoire à écrire. En s'adressant aux artistes, il les avait alors encouragés à produire des imaginaires pour donner vie, à travers leurs œuvres, à la nouvelle histoire de Grèce. Je cite, « Nos héros meurent et leur progéniture cherchera en vain dans leurs traits une inspiration héroïque et patriotique. Vous devez travailler car la Grèce exige sa galerie d'art et d'histoire. » Il est évident maintenant que l'exposition de 2021 cite ce programme ambitieux voué à la création d'une nation qui se bâtit, comme nous pouvons le voir ici dans ce tableau de Theodoros Vrizakis intitulé « La Grèce exprime sa gratitude » de 1858, autour de la personnification de la Grèce en robe de style antique qui embrasse comme une vierge de la charité. Il faut aussi remarquer donc la dimension religieuse de ces représentations. Tous ces enfants, grecs et philhellènes, sans discrimination. Et à travers cette image, nous assistons ainsi à une preuve évidente et assez attendue de la construction idéologique et politique de la nation hellène au XIXe siècle. À travers le choix des tableaux exposés, le mythe de la renaissance de la culture grecque ou de la continuité historique ininterrompue se concrétise dans un accrochage très cohérent dans lequel on voit à l'honneur l'arrivée de Lord Byron à Missolonghi, toujours du même artiste qui date de 1861, et une scène de la guerre d'indépendance de la Croix. La référence au mouvement philhellène est presque omniprésente et s'explique par le désir de renouveler l'admirable européanité des artistes grecs. Mais comme l'histoire postcoloniale de l'art nous l'a suggéré, en cherchant à être reconnu comme européen, le sujet grec risque de ne pas être assez européen. Et c'est justement sur ce point qu'il faut insister aussi bien pour comprendre la construction identitaire et politique à l'œuvre au XIXe siècle qu'est ses réactualisations contemporaines. Dans la lecture de ces tableaux, il est déterminant de considérer le fait que l'art produit en dehors des centres de l'Europe et à travers, et très souvent décrit dans le cadre, pour ainsi dire, d'une analyse occidentale est toujours présent. Les arts des régions, entre guillemets, périphériques sont cependant présentés comme des fragments de l'histoire de l'art global ou universel établi par, mais surtout pour l'Occident.
Piotrowski définit justement cette manière de faire de l'histoire de l'art comme étant typiquement verticale. Dès ce centre, des modèles particuliers arrivent à la périphérie et s'imposent dans le monde entier. Par conséquent, l'art du centre détermine un paradigme qui est toujours spécifique. Ici, nous sommes donc très clairement face à une forme de création de canon que la périphérie doit adopter dans son processus désespéré d'internationalisation, sans pourtant qu'il y ait une prise de distance ou une contextualisation critique vis-à-vis des rapports de domination esthétique et forcément politique que ces images révèlent. Quel est alors le rôle de l'art contemporain, censé pouvoir profiter d'une réflexion à jour et d'une prise de distance par rapport au siècle précédent dans ces dispositifs officiels élaborés par le bicentenaire? Y a-t-il une autre version des faits? Prenons comme exemple les deux expositions du musée Benaki et du musée Benaki Piraeus 138. Dans le musée d'art et d'histoire de la Grèce fondé par Antonis Benakis en 1930, l'exposition 1821 Le Festin, un projet monographique de l'artiste Christos Bokoros, présentait, je cite l'artiste, un portrait angélique de Solomos, un portrait démoniaque et sombre des Karaïskakis et une gloire triste vêtue de noir. Une assemblée invisible des héros méconnus autour d'une longue table, dressée tachée où, au lieu des friandises, des boissons et de la nourriture, reposent des offrandes commémoratives. Fin de la citation. Le caractère allégorique de cette représentation, qui est aussi la marque de fabrique d'un artiste aux excellentes qualités techniques, est ici mobilisé pour imposer une dimension purement sacrée et chrétienne au bicentenaire. Ce caractère est d'ailleurs volontairement mis en valeur par l'utilisation de la lumière et des murs des salles d'exposition peints en bleu foncé, qui rend un peu la salle très scénographique et qui souligne un invite au recueillement, comme si l'on était véritablement dans une chapelle. Cette exposition, plutôt qu'offrir un nouveau regard sur la Révolution, semble confirmer une caractéristique qui est commune à tous les événements des célébrations, la glorification religieuse des événements qui insiste sur une identité nationale aux fortes implications spirituelles et sur la promotion de la figure tant répandue du martyr. Ces hypothèses sont confirmées par la représentation de Georgios Karaïskakis, chef militaire et héros de la guerre d'indépendance, et du poète Dionysos Solomos, connu pour son hymne à la liberté rédigé en 1823, mais aussi pour ses références au mouvement philhellène, dont Poème sur la mort de Lord Byron en est un exemple, je pense, assez significatif. Dans ces deux tableaux, l'artiste utilise un fond doré, comme s'il s'agissait d'icônes orthodoxes. Ce fond renvoie ainsi à une lumière divine, à un espace intemporel hors de la profondeur de l'espace terrestre. Par conséquent, cette lumière met en relief, si l'on croit le titre des deux œuvres, les ombres de deux personnages historiques, évoquant ce que Victor Stoïkita définit le stade de l'ombre. L'ombre, en effet, en permettant l'identification du statut du corps de l'autre, devient, dans la tradition chrétienne, une preuve irréfutable de l'existence de la chair. On est cependant face à la tentative de fournir une preuve irréfutable de la présence divine dans l'élan révolutionnaire de 1821 ou de ce que Konstantinos Papachristou, commissaire de l'exposition, appelle, et je cite, un symbole de l'existence qui se poursuit dans le temps, une marque de la continuité et de la succession des personnes et des époques. Et il ajoute, je cite, la rencontre du passé avec le présent ne se fait pas à un niveau imaginaire ou théorique, mais sous nos yeux. Elle fait partie de chacun de nous et elle est le symbole de notre existence. Fin de citation. L'artiste Bokoros a également participé à la très belle exposition 1821 avant et après,
organisé au musée Benaki Piraeus 138. Ici, dans la section finale intitulée « La résilience de 1821 dans l'art du XXe siècle », il expose, parmi d'autres artistes, l'œuvre Exode de 2006, dans laquelle un drapeau grec rempli de flammes honorant les combattants morts pour l'indépendance et entouré de citations qui racontent, je cite, « 6000 Grecs sont tombés d'un seul coup en une nuit à l'extérieur des remparts de Missolonghi. Une légère pluie arrosait la terre lors de leur sortie et beaucoup s'écrièrent « Le Tout-Puissant nous pleure ce soir ». Il s'agit bien sûr d'une description de l'épisode fameux de la tentative échouée de sortie de Missolonghi par les Grecs dans la nuit du 10 au 11 avril 1826, au cours de laquelle des milliers d'assiégés sont morts. Le choix de cet épisode tant vanté par le bicentenaire est aussi présent dans une autre œuvre d'art contemporain qui se trouve pas loin du tableau de Bocoros et souligne à nouveau l'importance des philhellènes dans ses expositions. Yannis Psychopédis expose à cette occasion un collage de portraits de Lord Byron jeune et en costume traditionnel albanais, au centre desquels on peut reconnaître une image de Missolonghi. En s'appuyant sur un imaginaire qui puise toujours aux sources de l'idéal européen et néoclassique de la Révolution, ces œuvres, selon les organisateurs, témoignent de l'importance de la Révolution grecque comme source d'inspiration pour les artistes du XXe et du XXIe siècle, car elle suggère une confrontation directe de l'artiste et du spectateur avec le regard de ses héros. Un regard rassurant qui explique pourquoi les souvenirs de la Révolution sont constamment renouvelés afin d'alimenter un sentiment d'appartenance nationale. La figure du témoin de la Révolution, qui s'impose avec détermination dans les récits de toutes ces expositions, est également au centre de l'accrochage du Musée national d'histoire installé dans le palais de l'ancien Parlement depuis 1962. Dans cette exposition très documentée du point de vue historique, je tiens à attirer votre attention sur ce masque funéraire en bronze qui représente Théodoros Kolokotronis, qui date de 1904, un héros de la Révolution, mais qui est une copie d'ailleurs d'une œuvre du sculpteur Lazaros Soros de 1843. On le voit exposé dans une section appelée « Idéaliser les combattants », à côté d'un croquis de Pierre Bonirotte, premier directeur de l'école de peinture d'Athènes, qui avait décidé de l'immortaliser sur son lit de mort, et surtout à côté de 2 mèches de cheveux de Lord Byron offertes au musée en 1929 par John Murray II. Encore une fois, le dispositif un peu scénographique qui encadre ces objets est bien identifiable et contribue à prêter un peu l'image d'une nation moderne et européenne. La décision de présenter le masque funéraire de Kolokotronis nous permet de questionner la nature de cette technique qui développe une ressemblance par contact, pour reprendre un peu le titre de l'ouvrage de Georges Livy Huberman. L'empreinte subvertit en effet l'histoire, car sa temporalité est paradoxale. Elle est près du phénomène, mais loin du fait. Par conséquent, les empreintes sont elles-mêmes des objets anachroniques, puisque le passé, en travaillant le présent, fait survivre un référent qui a disparu, donc un absent. Nous sommes alors dans un contexte paradoxal là, où une image dialectique nous parle aussi bien du passé que de sa présence actuelle. Et c'est en jouant avec ces notions et en plaçant le corps de l'expérience du spectateur et non plus le témoignage ou le témoin au centre de son dispositif d'exposition que l'artiste contemporain Kostis Velonis, en réponse au bicentenaire, a conçu aux abattoirs de la Fondation d'Est l'Hydra une présentation immersive de 8 masques funéraires des combattants de 1821 provenant justement de la collection du Musée national d'histoire d'Athènes. Parmi ces masques, nous retrouvons Kolokotronis, dont la présence ne s'explique pas par le don de l'ubiquité de cet objet, mais par le fait que, contrairement à l'ensemble des manifestations du bicentenaire, l'exposition de Kostis Velonis
qui porte le titre 199, a décidé de célébrer le 199e anniversaire de la Révolution. Il s'agit d'un projet assez complexe, qui fait appel à des juxtapositions et des associations inattendues, des sculptures en marbre, des cyprès et des masques, que je n'aurai malheureusement pas le temps d'approfondir aujourd'hui. Je tiens néanmoins à souligner que loin de vouloir concevoir une exposition d'histoire aux approches moralisatrices, avec des constructions idéologiques autour du sujet de la Révolution, 199 invite les spectateurs à réexaminer leur relation avec l'histoire et surtout à rétablir le rôle de l'art et des artistes dans les processus sociaux et culturels à l'origine des discours historiques. Si l'année 1821 semble marquer le début de la modernité pour la Grèce, Kostis Velonis explore certaines des conséquences et des implications de cette perspective à travers les allégories et les mémoires et la mémoire des corps. Comme je disais, je ne m'attarderai pas sur les cyprès et sur la sculpture en marbre qui compose l'ensemble des pièces exposées, mais je tiens à analyser principalement l'installation de ces 8 masques. Il est évident que leur dimension commémorative est vidée d'une force de frappe que l'on pourrait définir de conventionnelle et que leur présence presque vitale, créée par ces visages réunis face à face dans un couloir étroit, met le corps du spectateur au centre d'une histoire en train de se refaire. L'anachronisme évoqué par ces présences silencieuses, aux yeux souvent fermés, renvoie, selon l'artiste, au retour à la vie. Alors là, je cite Kolokotronis, je cite l'artiste, Kolokotronis et les autres ne sont plus imperturbables, même s'ils essayent de nous convaincre qu'ils le sont, grâce à l'immobilité du masque. Ils sont dans un abattoir, dans une pièce petite et étroite, en train de communiquer et certainement de conspirer. Qu'ont-ils en commun? Ils sont membres du Philiki Eteria, mais la plupart d'entre eux sont en mauvais termes les uns avec les autres. Fin de citation. Donc, dans ce passage, l'artiste Velonis, comme un historien, fait appel à la puissance de l'imaginaire historique défendu par l'historien Hayden White pour nous donner l'opportunité de croire en une histoire qui a des lacunes et qui est surtout à la recherche de nouvelles narrations, de nouveaux fantômes, de nouveaux récits. C'est peut-être en explorant le potentiel de ces nouveaux récits de l'histoire, que l'on pourrait mettre en crise la construction idéologique blanche du sentiment d'appartenance à la nation, qui se serait consolidée avec la fin de la guerre froide, non seulement pour faire face aux menaces nationales des États voisins, mais aussi pour contrer les flux migratoires produits par la déstabilisation causée par les nouvelles guerres et les nouveaux conflits globaux. Alors que le paradigme d'une Europe tolérante et démocrate, berceau des droits de l'homme, semble reculer vers une Europe blanche, chrétienne et islamophobe, l'État grec, à entendre Dimitris Kouzouris, risque de devenir, explicitement ou implicitement, le gardien d'une certaine blancheur raciale et culturelle européenne qui ne semble pas trop faire l'objet d'un questionnement dans le cadre du bicentenaire. Les célèbres études de Philippe Jocquet nous ont montré que le mythe de la Grèce blanche a imprégné nos imaginaires et que nous avons toujours du mal à nous en débarrasser, mais il revient encore à Dimitris Plantsos d'aller plus loin et d'analyser notamment dans son passionnant article « Hélas, mon amour », les constructions nationales des lieux de mémoire qui nourrissent encore aujourd'hui ces mythes. Il constate en effet que depuis le XIXe siècle, la Grèce et Rome ont été instrumentalisées par la recherche obsessionnelle d'une éducation humaniste et classique qui a transformé l'étude du patrimoine classique en un instrument de distinction, mais aussi très souvent en critère de patriotisme. Ce succès s'explique toujours par plein de sauces, par une fascination pour l'antique qui n'a pas toujours eu une connotation politique explicite, car elle a réussi à imprégner la plupart des corps dirigeants à l'œuvre au XXe siècle. En revanche, la grave crise économique qui a frappé la Grèce
depuis 2009, a fait naître de plus en plus de sentiments contrastés, s'insurgeant souvent contre la rhétorique de la continuité historique ininterrompue. C'est dans les contradictions qui s'expriment à partir du début du XXIe siècle que l'on peut alors vérifier ce que Stathis Gourgounis définit comme le rapport complexe de la Grèce contemporaine au récit de la culture occidentale. Elle se considère à la fois supérieure et inférieure, la plus privilégiée et la plus opprimée. Si un nombre important de touristes visitent chaque année, et malgré la crise de la Covid, le patrimoine qu'est la Grèce, berceau de la civilisation occidentale, nous a laissé en héritage, il y a un nombre de plus en plus important de figures contestataires qui a commencé à exprimer son désaccord avec cette vision, en s'attaquant particulièrement à l'Acropole et au Parthénon. La décision de nommer Athènes capitale de la Grèce en 1834, comme le montre si bien une section de l'exposition du musée Benaki Piréos 138, est précisément le résultat d'une démarche politique et symbolique qui visait à légitimer le lien entre les Grecs modernes et les aspects les plus séduisants de la Grèce antique aux yeux des Européens de l'Ouest. Athènes a alors servi d'expérience occidentale car elle pouvait mettre en valeur le passé antique grâce aux éminents travaux des écoles archéologiques et étrangères. Une des figures les plus connues pour avoir attaqué ce lieu de mémoire est certainement Yorgos Makris, artiste, poète et écrivain surréaliste, protagoniste d'ailleurs du roman de Christos Chrysopoulos intitulé « La destruction du Parthénon », publié en grec en 2010 et traduit en français en 2012. Dans ce livre, l'auteur affirme que, je cite, la beauté, c'est la beauté d'Athènes, c'est une affectation et une hypocrisie. Elle est aux abonnés absents. C'est une vertu oubliée. Ici, la fierté n'existe pas. Nous vivons tous avec une grandeur qui n'est pas la nôtre. Beaucoup partagent cet avis, mais ils sont lâches et ils ne l'avouent pas. Finalement, c'est ça mon point de départ. Il n'est pas aussi parfait que l'on croit. Et c'est là que je compris qu'il ne me restait rien, car même le peu que j'avais emprunté, je l'avais perdu. Je l'avais rendu. Cette citation du livre de Chrysopoulos est révélatrice de l'attitude qui a poussé Makris à exhorter ses camarades à faire sauter l'Acropole, une idée qui est couchée sur le papier dans une proclamation publiée le 18 novembre 1944 et qui nous aide à comprendre encore aujourd'hui les tensions qu'une telle présence peut créer dans le cadre du bicentenaire de la Révolution grecque. Pour retrouver cette même veine destructrice, il faut visiter, je ne sais pas si elle est encore ouverte, l'exposition Symboles et ruines emblématiques organisée par le Musée d'art contemporain d'Athènes et labellisée bicentenaire. Ici, on voit précisément une série de propositions d'artistes contemporains qui visent à interpréter et à réactualiser l'image de cette fameuse acropole. Dimitri Philippides, dans le catalogue de l'exposition, cite une référence évidemment attendue au sacrilège futuriste promu par le poète Marinetti pour introduire par contre une lecture intéressante de la place que l'Acropole et le Parthénon occupent aujourd'hui. Il parle à ce propos de consumérisme symbolique en pointant du doigt le fait que l'Acropole révélerait son identité de bien de consommation au cœur du système de valorisation de la culture occidentale. Il insiste aussi sur le caractère comestible de ces monuments en offrant un cadre d'analyse très intéressant pour cette œuvre de Phryni Mouzakitou intitulée Leftovers. Cette installation est composée d'une miniature en plâtre du Parthénon posée sur une pile de récipients alimentaires en aluminium avec en arrière-plan, affiché au mur, un menu surdimensionné d'une taverne grecque présentée comme une stèle monumentale. L'installation soulève ainsi des questions sur l'appropriation du monument, aussi bien comme un super produit de consommation que comme trace d'un passé glorieux capable de nourrir des récits nationalistes. Dans cette même exposition, nous pouvons observer la présence d'une autre pièce très importante qui a fait beaucoup parler d'elle, car en 2001 a été même censurée.
Il s'agit de l'Acropole d'Eva Stefani, un film qui dure 25 minutes. Et contrairement aux images classiques que l'on se fait de ce monument, promu souvent soit par un historicisme froid, soit par une construction occidentale et patriotique, cet artiste fait appel à une démarche qui est l'inverse de l'observation et assemble des séquences de pellicules Super 8 déjà existantes avec du matériel pornographique et des archives en présentant le Parthénon comme un corps féminin. De ce fait, elle renégocie les valeurs symboliques attribuées aux notions reçues sur la Grèce et sur la féminité. Elle remet en question les idéologies et les concepts hégémoniques liés au symbole de la nation. Et surtout, elle propose une association qui est évidemment assez provocatrice. Le Parthénon serait comme un corps d'une femme à plusieurs reprises violé. Cette œuvre a été également montrée dans une exposition virtuelle organisée par le duo d'artistes conceptuels FITA, Phil Hieropoulos et Foivos Douzos, qui s'est opposé explicitement aux propositions officielles du bicentenaire. 200 ans de suffocation est le titre de cet événement virtuel qui a non seulement été critiqué, mais aussi censuré. Je tiens à remercier donc le duo de m'avoir, malgré tout, donné l'accès à ce site Internet. Ce projet visait surtout à remettre en question ce qu'ils définissent, et là je cite encore le site Internet, un hommage à la mythologie de la patrie, religion, famille, qui exclut tout ce qui est différent, qui élimine les immigrants, qui débarrasse la place aux moniens, qui sauve le quartier d'Exarchia des anarchistes et qui étouffe les histoires des homosexuels, des handicapés, des réfugiés, qui ne sont aucune part dans ces célébrations de la seule et unique, parfaite et glorieuse nation. Fin de citation. L'exposition pose aussi une question intéressante. Quel est le rôle de notre patrie, après tout? Il s'agit d'une simple construction d'un fantasme national basé sur l'exclusion de tous ceux qui ne correspondent pas à l'image du combattant fort et courageux, ou ça pourrait être aussi autre chose. En essayant d'y répondre, ce projet virtuel a mobilisé un nombre très important de militants et d'artistes qui nous offrent des nouvelles perspectives sur les discours de la Révolution et, plus en général, sur les identités multiples de l'État grec moderne. Je me limiterai ici à citer 2 exemples, mais le site Internet mériterait vraiment d'être vu, même s'il est aujourd'hui malheureusement inaccessible à cause des menaces reçues de la part d'un avocat proche de l'Église. Dans la salle numéro 1, intitulée « Le passé glorieux », nous pouvons observer, par exemple, la vidéo « L'école secrète » de la durée de 11 minutes de l'artiste Marina Giotti, qui fait référence aux supposées écoles souterraines grecques où l'on enseignait, à la période ottomane, la langue grecque et le christianisme orthodoxe. Sachant que ces écoles sont considérées comme relevant du mythe national, il existe un tableau de Nikolaos Gysis de 1885-86 qui tente néanmoins de représenter ces scènes mythologiques et qui apparaît justement dans la vidéo de l'artiste qui a décidé ici de détourner un film de propagande des années 70 diffusé sous la dictature des colonels. Dans ces images, on voit en effet une famille en visite au musée de la Révolution grecque de 1821 et de la guerre contre les Ottomans. Alors qu'ils se promènent dans le musée, ce fameux tableau s'anime de manière grotesque et propose aux spectateurs de réfléchir au dispositif de propagande mis au service du mythe national, fortement lié d'ailleurs à la naissance de la nation grecque moderne et à la construction de son identité ethnique. Dans une autre salle, la numéro 2, consacrée au temps présent, à l'aide de visions obscènes et provocatrices, Fita attaque le nationalisme grec en soulignant la place qu'occupe aujourd'hui la répression dans la société contemporaine. Et enfin, dans la salle numéro 3, dédiée au futur, donc aux perspectives futures, parmi un florilège assez éclectique de revendications de nouveaux désirs, de nouveaux corps et de nouvelles perspectives sociales, cette image semble être assez emblématique pour conclure un peu
cette promenade parmi les sections du site. Il s'agit de l'œuvre de Kangelina Tromokratrish et Katerina Paraskeva, intitulée Kangelina Kolokotronish de 2021. Pour honorer l'anniversaire des 200 ans de la Révolution de 1821, Kangela, merci beaucoup. Désolé. Qui est un projet, c'est un personnage qui fait partie justement du projet artistique d'Angel Tortikolis et qui se définit comme étant l'ultime patriote grec, a été photographié en tant que Kangelina Kolokotroni, en faisant appel à la force dérisoire du déguisement qui s'inspire des grands guerriers de la Révolution grecque et surtout au caractère un peu ambigu et hybride de cette dernière figure révolutionnaire. Les artistes désacralisent le récit de la nation et toute expression patriotique de la mémoire collective. Au vu de la nature assez engagée des exemples donnés, il n'est pas surprenant d'apprendre que même avant la publication du site, Fita avait reçu un nombre incalculable d'insultes et de menaces que nous pouvons retrouver d'ailleurs dans une section qu'ils ont décidé d'appeler « Haters ». En conclusion, il me paraît important de revenir sur un point central. Ce bicentenaire a été marqué par la richesse critique et la diversité de ces événements et a fait surgir un ensemble dissonant de récits, de lectures, de mythes et de contestations qui montrent assez bien le caractère complexe des mémoires historiques et nationales, et pas exclusivement de la mémoire grecque. Dans la hiérarchie des dispositifs de visibilité, il est certain que les voix de la contestation ont moins pu profiter d'une large diffusion, et c'est pour cela que l'histoire de l'art contemporain nous est venue en aide en poussant l'analyse vers des territoires moins institutionnels, mais pourtant légitimes pour la construction d'une analyse qui est à la fois comparative et critique. Eugenios Mathiopoulos, dans son ouvrage sur l'histoire de l'art en Grèce, revient à plusieurs reprises sur les sujets qui ont rythmé toute mon intervention, et surtout sur le mythe de la Renaissance grecque et sur la place du nationalisme dans les arts visuels de l'époque contemporaine. En affirmant que depuis les années 90, le nationalisme a été une forme de mécanisme de défense et donc un outil de manipulation privilégiée, il nous suggère une hypothèse qui est très actuelle. C'est justement en réfléchissant à ces propos et pour conclure sur une question qui reste très ouverte que j'ai souhaité vous présenter une dernière œuvre montrée dans le cadre de l'exposition inaugurale de Portals, un nouvel espace culturel et artistique ouvert à l'occasion du bicentenaire par le Parlement grec et par la Fondation Néon. Ici, je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller plus loin sur les questions institutionnelles et je m'en excuse d'avance. Mais il s'agit de l'installation de l'artiste américain Glenn Ligon qui utilise des tubes des néons pour indiquer 9 manières de traduire le dernier vers du poème « En attendant les barbares » de Constantin Cavafy, dont je vous cite malheureusement la version française. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans les barbares? Ces gens étaient en somme une solution. À travers ces multiples versions, il démontre avec conviction que l'idée de barbare dans les récits nationaux constitue un bouc émissaire utile, une solution que nous utilisons toujours pour retarder la mise en œuvre des changements politiques et culturels systémiques et l'évolution vers des sociétés plus justes, équitables et inclusives. Appliquée à notre cas d'étude, cette question peut alors ouvrir de nouvelles perspectives critiques. Qu'allons-nous devenir sans les barbares? Merci beaucoup.